qui distingue des voyages, c'est la définition d'un voyage, c'est plus de 80 km ou une nuitée hors du domicile, et puis les déplacements hebdomadaires. Alors si on regarde où nous en sommes, eh bien en gros, on fait 6 voyages en moyenne de 1000 km, on passe 5 nuits dehors, ça fait 6000 km par an, et en déplacement, on en fait un peu plus de 2 par jour, de 10 km en moyenne, 7500 km, voilà. Je dois dire que dans les voyages, il y a l'avion, il y a 1800 km par an fait en avion. Si je classe un petit peu les déplacements par motif, fréquence, portée, très grossièrement, hein, on peut dire qu'on a des classes de portée, de 0 à 10 km, etc., des classes de fréquence, on a des déplacements quotidiens tels que achat, école, les déplacements domicile, travail, études, loisirs, etc., voyage aérien. C'est très simpliste, mais l'objet est un petit peu de donner une grille de lecture parce que les modes de transport, deux roues, vélo, marche, voiture, etc., vont aussi se déterminer en fonction de ces classes de portée et de fréquence. Il y a un autre critère extrêmement important, c'est le caractère plus ou moins contraint d'un déplacement. En gros, ceux en rouge, le travail et études, sont beaucoup plus contraints, non seulement temporellement, mais en obligation de les faire, que les autres. Les autres, on peut voyager moins souvent, aller moins loin, etc. Alors si on regarde l'évolution des voyages entre deux enquêtes sur 14 ans, on voit que la distance moyenne effectuée par personne a augmenté de 15%, la portée des voyages, la longueur n'a pas bougé, le nombre de voyages a donc augmenté de 15%, et le nombre de nuits qu'on a passé à l'extérieur a diminué de 16%. On a passé globalement à peu près le même temps dehors, mais avec une fréquence plus grande. Si on devait résumer ça, on dirait finalement plus 1% par an, et plus souvent, moins longtemps. Si on regarde maintenant les déplacements hebdomadaires, toujours sur la même période, la distance a augmenté de 9%, la longueur moyenne par déplacement, en fait cette distance par personne et par jour provient uniquement de la longueur, puisque le nombre de déplacements n'a pas bougé. Si on devait résumer, on dirait 0,7% par an et plus loin. On consomme les gains de mobilité et notre richesse pour aller plus loin, plus souvent, moins longtemps selon les cas, mais c'est le résumé. Alors s'il n'y avait que cela, c'est-à-dire 0,7% par an, et donc à peu près autant d'augmentation de la population, il n'y aurait pas de souci à se faire, on ne va quand même pas se prendre la tête pour des paramètres qui bougent de moins de 1% par an. Alors, d'où vient le deuxième paramètre, le 0,7%, l'augmentation des vitesses plus vite, plus loin, plus souvent? Il vient d'une corrélation entre la croissance économique et la mobilité. Il y a eu des études menées par un dénommé Schaeffer qui a porté là-dessus à une échelle doublement logarithmique le couplage entre croissance économique et mobilité avec les États-Unis, l'Europe, la Chine, etc. Et on voit que tous ces pays s'inscrivent dans un même fuseau. Plus on a de la richesse, plus on va loin, plus on fait de kilomètres. Alors, on commence à avoir certains doutes quand même sur la poursuite de cette tendance. Il y a une autre courbe intéressante que je laisserai peut-être pour les questions, qui commente sur un siècle sur 120 ans, les rapports modaux entre la marche, le cheval, le train, la voiture, l'avion et la croissance totale de la mobilité, 4 km par jour aux États-Unis en 1880, 80 km aujourd'hui. Alors, cette petite diapo que j'ai piquée à Jean-Marc Jancovici nous montre que, au fond, aujourd'hui, si on a 0,7% à peu près de croissance, ben, comme par hasard, c'est à peu près les valeurs du PIB depuis quelque temps. Donc, bon, voilà, tout est bien, il n'y a pas de problème. Mais il faut se méfier des moyennes. Sur cette vue, la hauteur moyenne des immeubles n'a aucun sens. Alors, il y a en fait plusieurs facteurs qui vont jouer. D'abord, la croissance se concentre sur les grandes agglomérations, c'est une banalité. Vous avez là les recensements avec les courbes en rouge et vert en région Île-de-France, la population et les emplois. Et puis, à peu près aux mêmes époques, on a des enquêtes sur la région Île-de-France déplacement. Malheureusement, on n'a pas la dernière, ce qui explique qu'on n'a pas le dernier point, mais on voit que les distances parcourues ont augmenté sur cette période-là d'à peu près 13%. Donc, on a un effet de concentration sur les agglos. Et les distances parcourues augmentent 3 fois plus vite que la population. On a un deuxième bras de levier qui est que quand on regarde au niveau des motifs, quels sont les motifs pour lesquels l'augmentation des distances est la plus forte, c'est, et de très loin, le motif domicile-travail. C'est un constat.
C'est aussi ce qu'on constate dans beaucoup de pays. Par exemple, là, c'est le cas d'Helsinki. Tous les 10 ans, à peu près, l'expansion de l'aire urbaine. Ça, c'est toujours Helsinki. Troisième facteur, quand on regarde géographiquement comment se répartit cette croissance au sein d'une agglomération entre la ville-centre, la première couronne et la deuxième couronne, on constate que ça se concentre sur la deuxième couronne. Alors là, vous avez Paris en bleu, constance de la population plus emploi, la petite couronne en rouge et la grande couronne en vert. Alors, ce qu'on voit au niveau de la population et des emplois, c'est également vrai en termes de déplacement motorisé. Sur les premières colonnes, vous avez population plus emploi, les évolutions entre 82 et 99. Je rappelle que pour les enquêtes de mobilité, on s'arrête en 2001. C'est ce qui fait que j'ai pris cette plage de temps parce qu'on n'a pas l'enquête globale de transport qui a été réalisée il y a 1 ou 2 ans. Si je prends à peu près sur la même période les déplacements origine-destination qui ont soit l'origine, soit la destination dans Paris, ça ne bouge pas. Soit l'origine, soit la destination en petite couronne, 14%, grande couronne, origine, destination, 37%, et si on prend les kilomètres parcourus, 60%. On voit l'effet très puissant de ce troisième effet de levier, stabilité à Paris, forte croissance de l'urbanisation en grande couronne, et toujours ce coF3 entre les distances et la population. Quatrième et dernier facteur, depuis plusieurs décennies, tout s'est passé comme si on était resté sur une logique Paris, les conséquences du débat Paris et le désert français. Et donc, en gros, on a pris en compte les besoins de mobilité de la province. L'État a lancé de vastes programmes ferroviaires et autoroutiers pour relier les grandes villes. Et on a oublié, tout bêtement, les banlieues de Toulouse, de Bordeaux, de Rennes, de Paris, etc. Tant et si bien que les banlieues des grandes agglomérations cumulent tous les handicaps. On les avait vus, je ne vais pas les reciter, et un retard dans les investissements. Alors, c'est ce qu'on constate aussi, là c'est des extraits de constats sur Toulouse. Dans l'agglomération toulousaine, sur 7 ans, en début 2000-2007 en gros, les croissances étaient de 1,9% par an, mais si on prend l'aire urbaine, c'est-à-dire la deuxième couronne, ça passe à 4% par an. Alors, donc le problème c'est l'étalement urbain. Alors vous avez là l'évolution de la population en noir dans Paris depuis 2 siècles pratiquement. En vert sombre la première couronne et en jaune ou vert clair la grande couronne. Donc vous voyez un petit peu le déplacement des zones d'urbanisation. Si on résume par une diapo, en 1900, il y avait 5 millions d'habitants en région Île-de-France qui se répartissaient comme suit. Et un siècle plus tard, ces 2 chiffres sont devenus 2 au lieu de 3 dans Paris, parce que nos concitoyens ont besoin de plus d'espace. Là où dans 50 mètres carrés, vous aviez une famille avec 3 enfants, maintenant vous avez un couple monoparental, comme dit l'INSEE, avec un enfant. Et le 2 est devenu 9,7. Alors, très rapidement, les ondes d'augmentation de la population par couronne de 3 km. Le premier trait, c'est Paris. Le deuxième, c'est 5 à 8 km, et ainsi de suite, 8 à 11, etc. Là, vous voyez, le premier quart de siècle, l'urbanisation se fait entre 8 et 11 km. Le quart de siècle suivant, Paris commence à se dépeupler et l'onde se déplace. Le quart de siècle suivant, ça s'aggrave et ça s'éloigne. Et le dernier quart de siècle, on en est là. On en est à 20 km. Il y a d'ailleurs un chercheur qui a mis tout cela en équation en 1975. On l'a vérifié récemment, ça marche bien, ça suit ses prévisions. Donc il y a un côté très puissant de l'étalement urbain que pour le moment, dans peu de pays du monde, on a réussi à contrôler. Alors d'où l'idée suivante, créer des emplois à proximité des zones urbanisées. Puisqu'après tout, l'agglomération s'étale, ben on va mettre des emplois là où sont les habitants. Alors, les documents d'urbanisme de la région Île-de-France ont commencé dès 1964 à prévoir cette politique. Et donc, vous avez là la création de zones d'activité. En rouge, c'est positif. En bleu, c'est des pertes, c'est du négatif. Sur 2 périodes, c'est des documents INSEE, 82-90, 90-99. Et on voit cette politique qui se met en œuvre. D'ailleurs, les résultats sont clairs. Alors qu'à Paris, la courbe bleue, les emplois restent à peu près à 1 800 000 habitants. En rouge, la petite couronne gagne un peu moins de 400 000 habitants et en vert, la grande couronne gagne 600 000 habitants. Alors c'est vrai dans d'autres pays du monde, d'autres capitales, Tokyo, Paris, Madrid, Toronto, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors quel est le résultat?
Toujours l'INSEE sort en 1975 cette carte qui donne la distance qu'il faut parcourir en moyenne à partir d'une commune pour aller travailler. Donc, si c'est blanc, c'est moins de 5 km. Si c'est rouge sombre, c'est plus de 25. En 1982, voilà ce que ça donnait. Et en 1999, voilà ce que ça donnait. Alors, si vous avez la chance d'habiter à Paris, vous n'avez que 2 ou 3 km à faire en moyenne pour aller travailler. Si vous êtes en grande couronne, vous avez 15, 20, 25 km à faire en moyenne pour aller travailler. En plus, c'est des distances vol d'oiseau, c'est des portées. Alors, question, comment se fait-il tout de même que, alors qu'on avait créé à Marne-la-Vallée et dans les autres villes nouvelles, autant d'emplois qu'il y avait d'actifs, que la population, les actifs, n'utilisent pas les emplois qui sont à côté. Vous avez là, toujours source INSEE, les origines des actifs travaillant à Marne-la-Vallée, ils viennent d'un peu partout. Alors, je réserverai les réponses pour les questions. C'est la théorie de l'accessibilité. Alors, évidemment, l'une des conséquences, c'est que les temps de parcours domicile-travail s'aggravent. Et je voudrais passer maintenant assez rapidement quelques éléments de réflexion sur les défis des mobilités dans les banlieues, puisque vous l'avez compris, mon objectif était de vous dire c'est dans les banlieues et sur le domicile de travail qu'on a des problèmes. Alors densifier, c'est ce qu'on entend. Oui, bien sûr, il faut densifier. Si on doit accueillir 600 000 habitants dans les 10 ans qui viennent ou les 15 ans, il est évident qu'il vaut mieux utiliser toutes les dents creuses pour installer ces 500 000 ou 600 000 habitants dans les dents creuses du territoire. Mais le vrai problème, c'est les 5 millions d'habitants qui sont en grande couronne. On va gérer les flux, mais il faut aussi s'occuper des stocks. Et le renouvellement du bâti, c'est 1% par an. Et donc, on voit bien qu'il ne suffit pas de s'occuper du 1%. Alors, les modes actifs, ou les transports collectifs en site propre, quelles sont les expériences à l'étranger? Mode actif, on voit bien que sur achat, école, il est évident qu'il faut développer le vélo, la marche, etc., et tout ce qu'il faut en infrastructure. Hein. Mais on voit bien aussi que le problème, c'était quand même le domicile-travail, études, sachant que les autres sont moins contraints. Alors, les transports collectifs en site propre. Vous avez là la carte qui donne le réseau de transport ferré. On voit bien qu'il a une caractéristique, il est maillé à Paris. Quand on veut aller de n'importe où à n'importe où, on peut y aller à peu près en ligne droite. Et il est radial, étoilé, en grande couronne. Et si vous avez la malchance de vouloir aller d'un point A à un point B qui ne sont pas sur la même ligne, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Alors, tant et si bien que si on reprend la carte de tout à l'heure qui traduisait une première inégalité territoriale face à la longueur à parcourir, si vous regardez l'offre de stations de métro, vous en avez 293 pour 20 arrondissements à Paris, 320 pour 1157 communes, 50 fois moins en densité, et dont 800 communes qui n'ont pas et qui n'auront jamais de gare, et la proche couronne est entre les deux. Le Grand Paris, c'est 52, 76 gares selon qu'on compte les nouvelles uniquement ou toutes. Donc on voit qu'on a une double ségrégation spatiale. Le lieu de travail est situé 4 fois plus loin quand on est en grande couronne et on a 50 fois moins de transport guidé. Quand on a une gare de transport guidé, si elle est en vert, en heure de pointe du matin, on a 1 à 2 trains par heure. Et si elle est en jaune, cette gare, on a entre 3 et 4 trains. Donc on voit bien qu'il y a un problème, une équation qu'on ne sait pas résoudre et qu'on sait d'autant moins résoudre que les lignes qui sont ici en vert ou en jaune sont les plus déficitaires. Alors bien évidemment, ce que nous pensons, c'est qu'il faut mieux utiliser les réseaux routiers, puisque eux, ils sont très maillés, ils existent, ils sont financés. Quelques pratiques étrangères, à Madrid, ils ont 330 lignes express d'autocars qui irriguent la grande banlieue, ici, là. Et il y en a 150 qui sont sur 7 corridors autoroutiers, qui se raccordent sur une ligne de métro avec des pôles d'échange multimodaux. Voilà le nombre de lignes par corridor, le nombre de bus par jour. Et en moyenne par corridor, il y a 25 lignes express qui effectuent chacune 2000 courses. On a au total 2000 courses. Et tout se passe comme si on transportait 60 000 passagers de plus par jour sur ces voies-là. Il faut savoir qu'une voie d'autoroute, c'est 20 000 voitures, avec un taux d'occupation de 1,1. Donc tout se passe si on avait créé 3 voies de plus. Istanbul, en 2005, une voie qui part de l'aéroport vers le centre-ville, le métrobus 1 an plus tard. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde. Et ils estiment qu'ils ont remplacé 80 000 voitures avec ce système-là. Alors,
le problème n'est pas culturel, puisqu'on a sur l'autoroute A14, dans l'ouest parisien, 3 lignes express d'autocar, mais au lieu on n'en a pas 25 comme à Madrid, hein, on n'en a que 3, et ça marche bien, elle relie des pôles, quelques communes à la station RER de la Défense. Nous en avons une à Cofiroute, qui relie à Massy-Palaiseau les communes de Dourdan et de Limours, 2000 passagers par jour à peu près. Autre concept intéressant, aux États-Unis, il consiste à créer sur les voies HOV réservées aux véhicules à haute valeur ajoutée, autocars et covoitureurs, dès lors qu'on constate qu'elles ne sont pas pleines, à les ouvrir aux usagers pressés moyennant péage. Elles restent gratuites pour les usages autocars et covoitureurs, et à péage pour les autres. Ça marche, il y en a. Ça permet une bonne équité sociale, c'est fondé sur une notion de liberté de choix. Il y en a à peu près 8 qui fonctionnent aux États-Unis et 8 à l'étude. Alors quel territoire pour expérimenter des nouveaux services ou véhiculer? Ben, vous l'avez compris, pour nous, nous pensons que les vrais problèmes, c'est les banlieues des grandes métropoles régionales ou nationales. Cette carte donne les trajets domicile-travail effectués en voiture de plus de 35 km pour lesquels il y a au moins 15 actifs. À chaque fois, il y a un petit trait vert. Alors, je ne sais pas si c'est les bonnes échelles pour des véhicules électriques ou autres, donc banlieue plus domicile de travail. Et puis, une ou deux photos pour vous dire que si on va voir ce qui se passe à l'étranger, on a parfois une explosion des 2 roues motorisées dans certaines villes. Il faut savoir qu'à Paris, on a aussi une explosion des 2 roues motorisées. Ça pose un problème. Elles ne sont pas prises en compte par les politiques publiques, stationnement, circulation, etc., en matière d'émissions de CO2 non plus. Le 2 roues, le vélo, on en a parlé. Et puis, pour sourire un petit peu, en Amérique du Sud, des vélos-taxis qui permettent de régler 2 problèmes. Un, dans les favelas, comment se rendre au travail? Eh bien, il y a des entreprises ou des associations qui louent des vélos à des chômeurs. Et le chômeur, s'il a des beaux biceps, des beaux mollets plutôt, va transporter les actifs dans les lieux d'emploi. Voilà.